La causerie Sud Radio. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque vendredi dans la causerie Sud Radio, le podcast évidemment avant votre week-end rugby que vous allez vivre sur Sud Radio, la radio du rugby. On va vous donner les compos, les tendances, les pronostics également et on va débattre pendant quelques minutes avec comme d'habitude Marius, Louis-François. Salut Marius. Salut Cyprien, bonjour Jules. Et un petit nouveau, Marius a vendu la mèche, Jules Boscherini. Salut Jules. Salut Cyprien, salut Marius, comment ça va? Jules qui travaille évidemment à Sud Radio, mordu de rugby, joueur également et complètement partial comme vous pouvez le voir sur ses vêtements si vous nous regardez sur YouTube. Messieurs, c'est très simple, le retour du top 14 ce week-end. On est très heureux de retrouver notre championnat domestique, 19e journée avec un programme très riche. Ça commencera samedi à 14h30 avec Clermont-Montpellier. Ensuite dans le multiplex il y aura Racing 92 Castres, Toulon Stade Français, Montauban Bayonne, Perpignan Lyon à 21h, La Rochelle Pau et enfin dimanche à 21h Bordeaux-Bègles, Toulouse. Avant de détailler un peu toutes ces compositions rapidement avec vous, messieurs, on va s'arrêter sur l'affiche du week-end, l'affiche peut-être même de la saison, Bordeaux-Bègles, Toulouse. Un choc entre les deux derniers finalistes, deux fois derniers finalistes du top 14. Il y a 2 ans où Bordeaux avait coulé et l'année dernière où ils avaient poussé Toulouse en prolongation. Bordeaux-Toulouse, messieurs, on n'a pas encore les compositions, mais il y a des tendances. On sait que du côté toulousain, les joueurs qui ont joué le tournoi de destination sont au repos, donc notamment on pense à Thomas Ramos, Antoine Dupont, Gelon, Cross, Marchand, Aldeguerri, mais à Fou-Flamand notamment. Alors que du côté de Bordeaux, les joueurs sont sur le pont avant d'avoir une semaine de congé, à part Louis Biarré. Donc on retrouvera du Jalibert, du Moefana ou encore du Maxime Lucu et ceux qui ont été oubliés par Fabien Galtier, Damien Penaud. Messieurs, et on va commencer par toi Marius, UBB, Stade Toulousain, est-ce que c'est encore un choc? Est-ce que c'est le choc du top 14? Alors c'est encore un choc, c'est sûr, c'est même le choc de ce week-end je trouve, étant donné qu'en plus comme tu l'as dit, il risque d'y avoir quand même du beau monde côté bordelais, certainement le retour de Romain Ntamak aussi pour côté Stade Toulousain, donc ça risque d'être un sacré choc et un match super intéressant. Par contre non, pour moi c'est plus le choc du top 14 depuis en fait je vois un peu Bordeaux à l'image de La Rochelle qui a été il y a 2-3 saisons avant que Bordeaux fasse sa première finale de top 14, c'était le choc face à Toulouse pendant 2 saisons, et puis la dernière saison ça l'était un peu moins puisqu'ils étaient moins performants. J'ai l'impression pour l'instant que Bordeaux emprunte à peu près le même chemin. Toulouse reste à Toulouse et garde son standing, mais pour moi non, ce serait le choc de cette saison, c'est plutôt un Toulouse-Pau ou un Toulouse-Montpellier qu'un Toulouse-Bordeaux, même si ça reste un gros choc quand même. Est-ce que pour toi Jules, Bordeaux-Toulouse, Toulouse-Bordeaux, peu importe le sens, c'est le choc du top 14? On sait que les Bordelais ont une saison, on va dire un peu plus complexe que ces dernières années, avec parfois des échecs qu'on n'attendait pas, notamment des défaites à domicile qui sont un peu surprenantes. Ouais, notamment face au Stade Français. Exactement, ou face à la section paloise aussi, 2 fois perdu face à la section paloise cette année, à domicile et à l'extérieur. Néanmoins, est-ce que le grand Bordeaux face au Stade Toulousain, c'est le choc néanmoins pour ce top 14? Je pense que oui, puisqu'on a quand même une équipe bordelaise qui reste double finaliste face au double champion de France en titre, même triple il me semble, ouais. Triple champion de France en titre. Je pense que Marius, t'es un peu biaisé par le début de saison un peu tronqué des Bordelais, parce que si tu regardes l'effectif, tu vas avoir l'équipe type, t'as les joueurs qui étaient en équipe de France. Alors oui, il y aura pas Louis Biarré, mais bon, t'as quand même Maxime Lucu qui sera là, Jalibert qui fait un très bon tournoi aussi, qui a peut-être trouvé sa place en numéro 10 et qui a bénéficié de cette absence de Romain Ntamak. Et de l'autre côté, Toulouse, quand bien même ils envoient pas une équipe type, on les a déjà vus performer face à des gros du championnat et toujours assurer le spectacle. Et je pense que on peut pas forcément vendre la peau de l'ours avant d'avoir vu ce match. Le match a lieu dimanche soir et on verra, peut-être qu'on aura de très belles surprises avec un super score, donc faut attendre. Et moi je pense que oui, c'est encore une grosse affiche du championnat, peut-être même l'affiche de la saison. L'affiche de la saison, est-ce que rien que pour le duel Jalibert-Ntamak, est-ce que ça vaut pas le coup de se jeter sur cette affiche, Marius? Non, mais alors attention, je dis pas que c'est pas une grosse affiche. Est-ce que pour toi, en gros la question c'est pas c'est presque comme si on se demandait si c'était pas la finale encore à venir cette saison en top 14. Au vu des points, il y a 12 points d'avance pour Toulouse face aux deuxième section paloise. Qui sera le concurrent direct du Stade Toulousain? Est-ce que pour toi, Marius, c'est Bordeaux? Visiblement, ça l'est pas. Non, moi je pense pas que cette saison
ce sera Bordeaux. Moi, effectivement, si on prend l'effectif en compte, peut-être que sur le papier, c'est les deux équipes avec les meilleurs joueurs actuels. Mais moi, je préfère prendre la forme de la saison, la forme du momentum, et force est de constater, selon moi, que là, pour l'instant, ce serait Pau, puisque Pau, de toute façon, a assuré sur des matchs charnières sa seconde place, et s'est affirmé comme un dauphin solide du Stade Toulousain. Donc pour moi, je pense que le choc cette saison serait Pau, peut-être Montpellier aussi qui peut se glisser, parce que Montpellier qui est très très solide et qui continue à grimper, qui sont 3e là il me semble, et qui peuvent aller se glisser là-dedans. Mais voilà, après ça reste quand même un choc et un match qui va être extrêmement intéressant, surtout comme l'a dit Jules, du point de vue des compositions d'équipe, ça va être un super choc. Ouais. Évidemment, Romain Ntamack qui revient de blessure, qui n'a pas joué depuis, si je me trompe pas, décembre, et donc du coup il faudra pas attendre non plus beaucoup de l'ouvreur toulousain, il faudra qu'il reprenne du rythme et du temps de jeu pour que la concurrence, en tout cas qu'il retrouve sa forme internationale. Et donc du coup le duel face à Jalibert sera quand même, quoi qu'il arrive, scruté par les observateurs et évidemment sur Sud Radio. Jules, toi, cette affiche, pour toi, c'est l'UBB qui peut faire tomber le Stade Toulousain cette année dans ce top 14, où tu vois peut-être un autre club capable de créer l'exploit face au grand Stade Toulousain? Ouais, effectivement, l'UBB, on a envie de les voir aussi créer cet exploit et peut-être mettre fin au règne toulousain, en tout cas sur la scène nationale. Mais je pense que oui, tu l'as dit Marius, il y a la section paloise qui réalise une très belle saison. Montpellier, qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau-là, et qui est dans les 3, quand même 3e de toute façon. Après, je pense que même en termes de prestige, ça reste Bordeaux qui est capable de le faire. En termes d'effectifs, les joueurs se connaissent. Je vois pas comment, avec peut-être le manque d'expérience des autres effectifs, quand on va arriver à des moments charnières dans la saison, une autre équipe que Bordeaux pourrait le faire. Ouais, moi c'est là que je vois plus Montpellier que Pau, justement par rapport à l'expérience et tout ça, quand on voit qu'ils ont Ben White à la mêlée, Ali Price, pardon, ouais, pas Ben White, j'ai confondu deux Écossais. En Écossais, Ali Price, Miotti qui fait une grosse saison. En termes d'expérience, j'ai l'impression que les Montpelliérains sont plus sereins, plus réguliers, et qu'ils auraient moins tendance à ce qu'un trou d'air puisse leur arriver, et je les sens plus costauds, plus dans la bataille. À noter que pour Bordeaux, il y a eu des blessures importantes à des moments clés. On pense notamment à la blessure sur plusieurs mois de Maxime Lucu, ensuite Pagerello. Ils ont jamais vraiment eu, on va dire, leur équipe type sur une longue série, une longue période, les Bordelais, entre les internationaux, les doublons, les blessures. Peut-être qu'il faut voir là, avec les vacances qui vont être données aux internationaux, au retour de ces vacances-là, ce que ça va donner, surtout qu'ils sont encore engagés sur les 2 tableaux, Coupe d'Europe et championnat. La Coupe d'Europe, ils vont vouloir forcément garder leur titre. Et alors qu'ils profile potentiellement un quart de finale Bordeaux-Toulouse, également Champions Cup. Les 2 équipes se jouent ce dimanche, mais potentiellement c'est pas la dernière fois qu'ils se joueront d'ici la fin de saison. Tu les vois jouer combien de fois du coup, toi, Jules? Au moins encore 2 fois en quart de finale de Champions Cup et en finale de top 14? Ah, tu inclus pas le match de dimanche? J'inclus pas le match de dimanche. J'ai pas envie de remettre une 3e fois cette affiche sur le devant de la scène. En demi-finale alors. En demi-finale. Ça t'arrangerait mieux. Ouais, ça m'arrangerait mieux. Ça pourrait laisser pourquoi pas une place à Toulon, qui doit déjà récupérer une place dans les 6. C'est pas encore fait. Mais sinon, déjà, je pense que pour le match de dimanche, Bordeaux va avoir envie aussi de laver l'affront qu'ils avaient subi. Et de récupérer des points. Toulouse, récupérer des points là. Donc on disait que Pau est solide 2e, mais c'est quand même assez serré. Il y a que 5 points entre Bordeaux et Pau. Une victoire, ça peut le faire. Et tu te rapproches, voilà, c'est sûr. Donc j'ai envie de dire que c'est très certainement l'affiche qu'on pourrait tous avoir envie de voir en finale, mais c'est pas encore fait. Et donc déjà 2 fois ce sera bien, peut-être la 3e après, à voir en fonction de la dynamique. Est-ce que, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il faut pas que Bordeaux, en alignant son équipe quasiment type, on va dire, en tout cas avec les principaux joueurs, paume à la maison face à Toulouse, qui envoie une équipe plus B, évidemment, ça pourrait faire mal à la tête après pour une 3e défaite à domicile. Messieurs,
C'est un très beau week-end rugby parce qu'il y a des très belles affiches. Il y a notamment, vous avez sans doute parlé évidemment on a parlé de Bordeaux-Toulouse, mais le Clermont-Montpellier entre le 3e et le 4e de ce top 14, il vaut également quelques cacahuètes, messieurs. Clermont-Montpellier, un petit pronostic rapide. Comment vous voyez cette rencontre? Est-ce que vous voyez les Clermontois toujours intraitables à domicile, ou alors c'est Montpellier que Marius aime beaucoup, capable de créer l'exploit à l'extérieur, Jules? Je pense que Clermont va s'imposer au Michelin. Il reste quand même sur une grosse performance face à l'Aviron Bayonnais. Il y avait aussi la victoire face à La Rochelle, sans oublier la défaite de Toulon à domicile qui avait été complètement surpassée par des Clermontois. On a l'impression qu'ils morts sont de faim. Ils sont métamorphosés par rapport au renouveau par rapport à ce début de même saison. au niveau du jeu, quoi. Oui, au niveau contre Toulon, on les a pas retrouvés, ça envoyait énormément d'autant plus qu'on s'attendait à un gros combat et Toulon a été dépassé dans tous les secteurs du jeu, dans la vitesse aussi. Et puis voilà, c'est à domicile, même si c'est contre un concurrent direct aux phases finales, quoi de mieux pour finalement confirmer cette bonne dynamique, engranger des points et s'installer durablement dans le top 6. Donc toi tu vois Clermont, Marius, toi tu vois? Moi je vois Clermont aussi, j'ai l'impression, alors je sais pas si c'est cette retraite médiatique de Rios qui leur fait autant de bien, mais Clermont redevient très solide. Par contre, Montpellier, en fait, on a vu que ils peuvent gagner à l'extérieur comme ils l'ont fait à La Rochelle, mais aussi lors de déplacements chez des gros, entre guillemets, comme à Pau ou à Toulon, t'accroches un bonus défensif quand même. On a l'impression que Montpellier, c'est jamais un match. Ils sont au coude à coude jusqu'à la fin. C'est ça. Donc ils vont toujours aller embêter les autres équipes à l'extérieur. Donc je vois une victoire clermontoise avec un bonus défensif montpelliérain. Qui se déplace rarement pour rien sur cette saison top 14. En tout cas, ça sera à vivre à partir de 14h30 sur Sud Radio, évidemment, avec Guillaume Bonnor. Racing 92 Castres, messieurs, dans le multiplex. Les franciliens qui ont besoin de points face à des Castrés qui sont restés sur un anniversaire contrasté face à La Rochelle. Les 120 ans du club gâchés par des Rochelais venus à Pierre Fabre. Comment vous voyez ce match? Est-ce que vous voyez les Castrés réagir? Eux qui ont absolument besoin d'une victoire s'ils veulent encore espérer une place dans le top 6, tout comme le Racing 92 qui a besoin d'une victoire pour revenir dans la lutte au top 6. Le Racing qui est actuellement 8e mais à 4 points du Stade Français. Marius, toi tu vois? Alors là c'est compliqué. J'ai l'impression le Racing a eu quelques trous d'air mais reste costaud. Les Castrés, non, moi je vais partir sur une victoire du Racing. Une victoire du Racing à la maison, tranquillement, face à des Castrés qui se déplacent pas toujours très bien. Donc on va rester là-dessus. Et ce qui d'ailleurs pourrait pas sceller mais mettre les Castrés en difficulté dans cette course au top 6 en cas de défaite. Ouais. Les Castrés sont 9e avec 42 points. Ils ont déjà 7 points de retard sur le 6e. En cas de défaite et en cas de bons résultats, notamment du Stade Français, ça pourrait fortement se compliquer pour les Tarnais. Jules, toi, tu vois? Je vois potentiellement Castres s'imposer parce que contrairement à ce que tu dis, moi je trouve qu'ils ont plutôt bien voyagé cette saison. T'as notamment la victoire au Munster en Champions Cup. C'est une autre dynamique certes, mais pour autant c'est pas une équipe qui voyage mal. C'est une équipe qui vient toujours. C'est eux qui font tomber Jean Daugé. C'est eux qui font tomber Jean Daugé. Je pense que à contrario le Racing, cette défaite contre Montpellier, c'est le gros Montpellier dont on voit les performances depuis quelques semaines. Mais pour autant, je vois un match très serré et je pense quand même une victoire de Castres avec un petit bonus pour le Racing. Ça fera plaisir à Quentin Cabanis. Écoute, il est pas là, il n'a qu'à être en vacances. Et c'est rare que j'aille dans son sens. Et c'est rare. Un petit donc on a dit Racing pour Marius, Castres pour Jules, Toulon, Stade Français, sans doute l'affiche qu'on va expédier le plus rapidement. Non, Jules, on va faire important cette rencontre parce que le Stade Français 6e a besoin de confirmer sa place dans le top 6 et Toulon qui retrouve son manager Pierre Mignoni après son on va le dire entre guillemets burn-out en quelque sorte. Il l'a dit lui-même, il avait besoin son corps avait besoin de cette petite mise en retrait, exactement, de se reposer, de récupérer. Pierre Mignoni de retour donc sur le banc à Mayol. Les Toulonnais la dernière fois qui sont tombés à Mayol contre Clermont, ils ont besoin de se remettre un peu la tête à l'endroit. Tu vois le match comment, Jules? Je pense que Toulon va repartir sur de bonnes bases. Cette mise en retrait de Mignoni, je pense qu'elle a fait du bien à tout le monde, au club, à l'effectif, même au manager. On revient sur de nouvelles bases. Tout ce qui s'est passé avant, on l'oublie. Quoi de mieux que d'affronter le Stade Français pour faire cela, puisque en plus c'est le trophée Christophe Dominici. C'est petit soupçon en plus qui va ajouter du piment au match. Donc
Ils ont perdu au Stade Français en début de saison. Là, il faut gagner pour repartir sur une nouvelle base, recoller à ces places du top 6, puisqu'il y a à peine 4 points d'écart entre le Stade Français et Toulon. Donc une victoire leur permettrait de revenir à hauteur du Stade Français et de se repositionner dans la qualification. La fin de saison, elle va être longue, puisque l'objectif de Toulon, c'est de jouer sur tous les tableaux. Mais peut-être à un moment, il faudra faire des choix. Donc si on peut retarder cette échéance de choix et prendre le maximum de points avant, oui, c'est ce qu'il faut faire. Donc je pense que Toulon va l'emporter. Toulon va l'emporter face au Stade Français. À noter que du côté de Toulon, Olivon et Baptiste Serin et Gaël Dréan qui ont joué le tournoi seront sur le terrain, contrairement à Jean-Baptiste Gros, Ben White et Garbizi à qui on a donné une semaine de vacances. Marius, toi tu vois le Stade Français créer l'exploit? Non, moi je vais suivre Jules, je vois Toulon regagner à domicile, bien que voilà, j'émettais des réserves quant au jeu de Toulon depuis maintenant janvier, ouais. En fait, j'ai toujours l'impression que Toulon fait des matchs, même lorsqu'il gagne, en quelque sorte, on a un goût d'inachevé à la fin du match. C'est-à-dire qu'il y a un moment où ça devient très brouillon, un moment où on aimerait, avec l'équipe qu'ils ont et les joueurs qu'ils ont, ça manque de constance, les voir dérouler exactement. De l'irrégularité. Carton bleu. De la continuité aussi. Et voilà, non, mais il y a ce manque de continuité qui fait défaut au RCT et depuis plusieurs saisons, même c'est pas la première fois qu'on le voit. Donc là, c'est le bon moment pour en fait repartir de l'avant et oublier tout ce qui a été fait. On arrive sur les grosses échéances, on est bientôt au mois d'avril, on est en 8e de finale, c'est ça, 8e de finale avant les quarts de finale de Champions Cup. Donc oui, c'est compliqué, c'est pas le jeu qu'on aime forcément voir avec Toulon puisqu'il y a ce goût d'inachevé, mais pour autant, est-ce que tu penses pas qu'avec ce regain de forme, d'énergie qu'il peut y avoir, c'est là où tu vas avoir un jeu un peu plus débridé? Si, tu peux, complètement. Après, ouais, je pense qu'on peut pas parler de crise encore à Toulon. On n'était pas loin, mais on peut pas. Non, mais il faut gagner. Mais il faut gagner parce que là, c'est un duel entre le 6e et le 7e. 6e Stade Français, 49 points. 7e Toulon, 45 points. Il faut pas laisser partir le Stade Français devant avec une victoire du côté de Mayol. Autre match du multiplex à vivre avec François Trio samedi sur Sud Radio. Montauban, Bayonne. Les Montalbanais qui reçoivent des Bayonnais. Bête blessée, 12e, 36 points qui n'espère plus grand chose pour le top 6 cette saison, avec un nouveau staff évidemment, on l'a dit, le départ de Greg Pata. Est-ce que les Montalbanais vont enfin accrocher une nouvelle victoire pour peut-être relancer un peu la lutte de la 13e place face à Perpignan, Marius? Bah non, je pense pas, malheureusement, c'est triste à dire, mais je trouve que le train est passé. Montauban est en train malheureusement de fausser cette fin de top 14 en quelque sorte, c'est-à-dire que Toulon qui va assez mal à l'extérieur, même très mal, Bayonne, qui va donc très mal à l'extérieur, qui était en pleine crise, qui s'est séparé de son entraîneur, qui a fini par tomber à domicile après plusieurs matchs poussifs et des sauvetages assez miraculeux dans les derniers instants. Voilà, il pourrait, là, ça va être un petit peu leur occasion de se redonner de la confiance et d'aller gagner J'aimerais beaucoup que Montauban puisse enfin gagner un deuxième match dans ce top 14, mais malheureusement, je vois pas comment ils pourraient le faire et je pense qu'ils vont à nouveau perdre face à Bayonne. Est-ce qu'ils récupèrent un point de bonus pour toi, Jules, c'est Montalbanais, ou ce sera une défaite mais sans rien en plus? Bah, je pense que oui, il y aura victoire de Bayonne. Tu restes sur 7 défaites consécutives, toutes compétitions confondues. Tu rencontres le dernier du top 14 qui, même dans les matchs où tu les attends, finalement, s'incline. Donc ça va être compliqué pour Montauban. C'est dommage puisque en fait finalement Bayonne c'était peut-être à ce moment-là de la saison la meilleure équipe sur qui tomber, mais d'un côté comme de l'autre va falloir gagner. Je pense que Bayonne a plus de munitions, plus d'armes dans son effectif pour faire un résultat et stopper un petit peu cette série noire. Donc malheureusement pour Montauban, oui, je pense que ce sera une défaite avec un point de bonus puisqu'ils vont viser la victoire, mais je pense qu'en fin de match, ça suffira pas et que voilà, le banc bayonnais fera la différence. Et le tube du moment en top 14 durant ces doublons, c'était le loup qui se déplace du côté de Perpignan qui accroche la 13e place, qui rêvait pendant un instant même de la 12e, mais ça semble très compliqué pour eux, les joueurs de Laurent Labitte. Le tube lyonnais, c'était le tube de Marius Lefrançois. Tu continues à aimer ce tube-là. Est-ce que tu les vois faire le coup du côté d'Aimé Gérald? Alors ça reste mon tube
comme tu dis. Je vais même vous dire, je pense, selon moi, que c'est l'un des matchs les plus indécis de cette journée, parce que Perpignan va quand même beaucoup mieux, notamment à domicile. Et ils deviennent Ils ont pour très, objectif très durs. de rester invaincus à domicile jusqu'au bout de la saison. C'est l'objectif qu'a donné Laurent Labitte. Exactement. Et on a vu certains gros aller y tomber. Et le loup qui est bien, très bien reparti même, et comme je n'ai cesse de le dire, qui pourrait potentiellement aller se rapprocher de la 6e place, peut-être 7e, en tout cas aller se donner un peu d'espoir. Donc moi je vais la tenter et je vais mettre le loup qui bat Perpignan à Perpignan. Bon, le loup qui bat Perpignan à Perpignan, le grosse cote, ça, je pense, pour le coup. Grosse cote, c'est ma grosse cote du week-end. La maison de Marius François sur le loup. Toi, tu mets ta maison, Jules, sur le loup à l'extérieur ou pas? Le challenge, il est pas mal. Je pense que je vais suivre Marius parce que en fait, Lyon a plus à perdre que Perpignan. Je trouve qu'il y a encore un monde d'écart entre le Loup et le top 6. Il y a 10 points qui les séparent du Stade Français actuellement. Donc, mais cette victoire pourrait complètement les relancer. Voilà, elle pourrait complètement les relancer, mettre la pression sur les autres équipes. Et c'est pour ça que je pense que Lyon a plus à perdre que Perpignan. Et effectivement, Perpignan veut rester invaincu. Mais c'est trop. Il y a 18 points d'écart entre Bayonne et Perpignan, donc ça pourrait créer une dynamique aussi. Mais voilà, je pense que ça suffira pas. Et Lyon, je les vois bien s'imposer, au moins prendre 4 points. Pas forcément de victoire bonifiée, mais prendre 4 victoire. Points. Une personne de plus qui monte dans le train, ça me fait plaisir. Ah, le train, il a composté? Oui, à l'instant, bon. là, À c'est l'instant, bon, J'étais pas convaincu avant. Finalement, en y réfléchissant à ce qu'il vient de dire, je dis mais effectivement, ça se tient. Lyon a plus à perdre. Comme quoi, Marius est un orateur hors pair. Les 2 derniers matchs de ce top 14, c'est samedi soir, La Rochelle-Pau. Les Rochelais qui sont un peu en difficulté. 10e, 41 points, qui ont besoin d'une victoire pour continuer d'espérer au top 6 face à des Palois qui veulent garder la 2e place face à la Meute qui sont derrière eux. Victoire de Pau à l'extérieur. Est-ce que c'est envisageable pour toi, Jules? Je pense que oui, c'est possible. C'est le moment, en tout cas, pour aller s'imposer une nouvelle fois à De Flandre. Je sais pas combien de matchs consécutifs a perdu La Rochelle à domicile, mais au moins 3, je crois. Il y avait Montpellier, il y avait Lyon, il y a eu les Harlequins en Champions Cup. Donc c'est assez conséquent. C'est peut-être le bon moment pour s'imposer une nouvelle fois. Et il y a les internationaux palois. La section paloise qui est deuxième solide pour faire plaisir à Marius du top 14. Donc oui, non, c'est le moment en tout cas, et je pense que Pau pourrait frapper un grand coup en cas de victoire samedi soir à La Rochelle, et effectivement se rapprocher d'une qualification directe en demi-finale. Pourquoi pas? On est encore un peu loin, mais ça irait dans le bon sens en tout cas. Bon, est-ce que les Palois vont également créer la surprise et aller s'imposer à La Rochelle, ou alors les Rochelais vont se remettre la tête à l'endroit et s'imposer à domicile? Je sais. Ouais, c'est assez compliqué aussi. J'ai l'impression que La Rochelle roulait mieux depuis la dernière journée. Ils avaient eu leur défaite après l'annonce la même semaine que l'annonce de la carrière d'Antonio. Là, j'avais quand même l'impression qu'ils avaient été dépassés par les émotions, en quelque sorte, les Rochelais, parce qu'ils étaient vraiment, même si cette saison c'est pas le top du top, ils étaient méconnaissables, ils étaient complètement passés à côté de leur match. Là, lors de la dernière journée, ils vont quand même gagner à Castres, donc à voir. Après, Pau, moi, et pourtant j'étais le premier à avoir des réserves, à dire qu'ils allaient forcément avoir un trou d'air. C'était la première fois qu'ils étaient aussi bien classés en top 14, avec énormément de jeunes, donc moins d'expérience. Et puis finalement, ils ont réussi à battre Toulon, à battre Bordeaux, à battre des gros qui leur permettent de rester, comme je disais, un dauphin solide. Donc je pense que les Palois vont aller décrocher cette victoire et s'assurer encore un petit peu plus cette 2e place et ce statut d'outsider costaud. Et enfin, la dernière affiche, on en a parlé longuement au début de ce podcast, Bordeaux-Toulouse. Vous voyez rapidement, messieurs, que ça penche du côté bordelais. Bordeaux. Bon, c'est vrai que pour laver la grosse défaite 56-13 en début de saison. Et ça peut pas faire de mal. Les autres informations de cette semaine rugby, je vais vous la donner rapidement et vous demander de réagir, notamment sur les 4. On connaît dorénavant les 4 joueurs qui peuvent être élus meilleurs joueurs du tournoi de 2026. Après la victoire française dans ce tournoi, c'est Louis Biarré pour la France, c'est Kai Stein pour l'Écosse, c'est également Menoncello pour l'Italie et McCloskey pour l'Irlande. Votre choix, Eric Vert?
Louis Bielbiarré, pas par chauvinisme, juste pour le sportif. Par logique. Oui, par logique aussi. C'est peut-être facile de dire ça, hein, mais quand on voit qu'il y a un quadruplé face à l'Angleterre, alors que c'est pas forcément le match où l'équipe de France mentalement, je trouve, sur le terrain, a été la plus forte. C'est quelque chose, ça, de très fort pour Louis Bielbiarré. Ça n'a pas été réalisé, on disait juste avant le podcast, 1935 ou 37. 37, Chris Ashton en 2011. Donc, c'est un exploit monumental. Est-ce qu'il y en aura un bientôt ? Il a encore battu son record d'essai. Il a encore battu son record d'essai. Donc, finalement, je vois pas comment ce titre pourrait lui échapper. C'est symbolique. 2 fois de suite, du coup. 2 fois de suite. La France qui gagne 2 fois de suite. Pourquoi pas, finalement ? Ce serait logique. Mais surtout que c'est pas contre des pimpins qui va mettre son. Toi, tu me disais McCloskey en dehors. Non, je pars sur. McCloskey ceci étant dit, McCloskey fait un super tournoi. Ouais. Là où on pouvait émettre des gros doutes parce que c'est quand même un centre qui est âgé. C'est pas une tête d'affiche. Il a eu une concurrence qui lui a barré ses chances en équipe internationale pendant des années. Avec Aki, ouais. Et puis là, il arrive. Il a clairement été au niveau. Alors, il a eu un match d'adaptation contre la France sur le premier, mais après, il fait un super 6 nations. Mais non, moi je pars sur Bielbiarré. Je ne peux qu'être d'accord avec ce que vient de dire Jules, sans aucun chauvinisme. Là, c'est juste une question de bon sens rugbystique, si je puis dire. Le quadruplé, un essai. Le mec a marqué un essai lors de chaque match du tournoi. Cette saison et la saison dernière, donc sur 2 tournois d'affilée, il bat son propre record, donc 9 essais, à savoir 9 essais dans le tournoi qu'il avait déjà battu l'année précédente avec 8 essais. Il marche sur l'eau, il est monumental. Un quadruplé face aux Anglais, c'est pas contre l'Uruguay ou contre, bien sûr avec tout le respect que j'ai pour l'équipe d'Uruguay, mais voilà, c'est contre les Anglais sur un match capital avec un enjeu essentiel pour la victoire. Louis Bielbiarré, 25 fois, ouais, ça c'est sûr. Une réponse dans quelques jours. Tu parlais de l'Uruguay, direction l'Amérique du Sud, puisqu'on l'a appris cette semaine également que l'Argentine allait être candidate pour organiser le Mondial 2035 avec d'autres pays limitrophes à l'Argentine. Bonne nouvelle ou pas pour le rugby international et le rugby argentin, Jules ? Ouais, c'est dans une certaine mesure, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Elle sera en duel avec le Japon, si je me trompe pas, qui demande à réorganiser une Coupe du Monde en 2035. Bon, je pense que pour le développement du jeu, c'est plus intéressant de le faire, et même le rayonnement du rugby à l'international, c'est plus intéressant de le faire sur un autre continent. Il me semble que l'Argentine avait déjà eu des mondiaux juniors. Ouais, mais ils n'ont jamais eu la grosse coupe. Ils n'ont jamais eu la grosse Coupe du Monde. C'est peut-être le moment pour le faire. Si c'est fait avec d'autres nations, ça peut être intéressant. Là où j'ai mis une petite réserve, c'est dans quel stade ? Parce que ça veut dire qu'il va falloir aménager tous ces stades. Est-ce qu'on prend les stades qui existent déjà au foot, mais donc ça dénature un petit peu cette idée de Coupe du Monde organisée pour développer le rugby sud-américain. Donc à voir dans quelle proportion c'est fait, mais en tout cas, pourquoi pas, c'est intéressant sur le papier. Toi, Marius, bonne idée, l'Argentine ? Très bonne idée. On connaît la ferveur sudaméricaine, notamment autour du football, mais autour du sport en général. On voit que les Argentins sont quand même en nette progression sur un niveau international. Donc moi je trouve que c'est une super idée. On a vu aussi la ferveur, moi je me rappelle en 2023 sur la Coupe du Monde en France, j'étais allé voir des matchs à Toulouse du Chili. Il y avait une ferveur dingue sur les pays d'Amérique du Sud. Donc ce serait super. Et puis en plus le Japon, on a déjà vu une Coupe du Monde au Japon, et il me semble aussi, c'est ce que j'ai essayé de vérifier là, qu'il y aurait une idée de candidature commune donc avec l'Arabie Saoudite, et après je veux pas me tromper, je sais plus si c'est le Qatar ou les Émirats Arabes Unis. Qatar et Émirats Arabes Unis également qui souhaitent proposer une candidature commune, avec aussi peut-être une candidature espagnole qui est en train de se monter, et l'Italie qui réfléchissait également, pourquoi pas, proposer une organisation. À noter quand même que si la Coupe du Monde se joue en Argentine, ça ferait 3 Coupes du Monde de suite loin de l'Europe, puisqu'on a Australie en 2027, États-Unis en 2031, et donc potentiellement l'Argentine qui candidate pour 2035. En tout cas, réponse dans les prochains mois, mais l'Argentine donc candidate pour organiser ce mondial. Messieurs, je vous rappelle le programme rapidement de ce week-end avec le rugby sur Sud Radio, la radio du rugby, vendredi. Donc on enregistre ce podcast vendredi après-midi, dès ce soir 19h-20h avec Philippe Spanghero. On reviendra sur du tournoi des 6 nations, on se projettera sur le top 14 et on dira un petit mot également sur le rugby Europe Championship également, avec le Portugal qui a été victorieux, et un petit mot de Pro D2 qui revient la semaine prochaine à partir de samedi 14h30 jusqu'à 23h du top 14, rien que du top 14 avec tous les matchs en
intégralité, le multiplex avec François Tréau et le soir avec Alexandre Priam. Et enfin dimanche, 18h, 19h au cœur de la mêlée avec François Tréau, Jean-Baptiste Elissal, Philippe Spanghero. Et à partir de 21h, juste après la soirée électorale, 21h, 23h, le rugby avec Bordeaux-Toulouse et également des points sur l'élection municipale dans cette intégrale rugby. Merci Marius Lufrançois. Avec plaisir. Merci Jules Boscherini. Merci beaucoup. Merci pour cette Cyprien. première, tu as été excellent. On va te Alors, ça, rappeler. je sais pas, mais C'est c'est bien, gentil en tout cas. bien meilleur que Quentin Cabanis qu'on embrasse et qu'on retrouve dès lundi. Merci beaucoup à toutes et tous et passez un très bon week-end à l'écoute de Sud Radio.